Vous savez combien nous sommes? Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue au webinaire entre Eurazeo et Ramify pour parler de private equity. Donc avec nos invités Luc et Adine, nous allons donc faire ce petit zoom-in sur notamment le FCPI et le FCPI d'Eurazeo Patrimoine 2022. Je vous propose d'attendre une petite minute pour les derniers retardataires et on commence. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Je vous propose de commencer peut-être. J'espère que vous m'entendez mieux. J'ai bien pris en compte le message de Michael. Est-ce qu'on peut passer directement donc à la partie plan, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc peut-être avant cette présentation des intervenants, rapidement comment ça va se dérouler ce webinaire. Dans un premier temps, présentation du private equity, de quoi il s'agit exactement, les avantages, mais aussi bien sûr les caractéristiques plus négatives ou moins désirables, on va dire, du private equity. Essayer de comprendre quel peut être son intérêt dans une stratégie patrimoniale globale, d'un point de vue performance, d'un point de vue diversification, et bien sûr fiscal. Et ça va nous faire une transition assez naturelle vers le FCPI de manière générale, et après plus particulièrement sur le FCPI Eurazeo. Bien sûr, à la fin, 10 minutes au moins de questions-réponses, où Luc, Adine ou moi-même, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc peut-être rapidement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un mot sur Luc. Slide suivant, s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi je suis Luc Marmada, je suis un des associés de Eurazeo depuis plus de 20 ans. Et mon travail consiste à diriger le département Wealth Solutions, qui a pour but de structurer des solutions d'investissement dédiées aux clients privés. Mais ce que nous faisons chez Eurazeo, c'est que notamment dans toutes les stratégies, mais plus particulièrement dans la stratégie Venture Capital, qui est celle dans laquelle est exprimé le FCPI, nous avons toujours en fait un programme d'investissement qui se déroule avec deux types de fonds, des fonds d'investissement dédiés à nos grands investisseurs institutionnels. En général, ce sont des fonds de plusieurs centaines de millions d'euros avec une cinquantaine d'investisseurs, pas plus, parce que ce sont de grandes institutions internationales. Et en parallèle, nous créons des fonds dédiés à des clients privés avec des considérations fiscales, c'est le cas du FCPI, mais surtout une réglementation qui passe par les fourches codines de l'autorité des marchés financiers. Et ces fonds, en l'occurrence FCPI, sont adaptés pour accueillir plusieurs centaines de clients, voire quelquefois plusieurs milliers, ça dépend du succès que nous allons avoir. Mais toujours est-il qu'on a donc d'un côté un véhicule dédié à nos grands clients institutionnels, de l'autre un véhicule dédié à nos clients privés, plusieurs centaines de clients privés, voire plusieurs milliers. Mais les deux véhicules d'investissement, même s'ils sont très différents au plan juridique, ils font la même chose, ils co-investissent au même moment, aux mêmes conditions financières, dans les mêmes sociétés. Ce qui fait qu'avec notre programme FCPI, nous vous embarquons dans un vrai programme institutionnel de venture capital. C'est ce qui fait notre différence majeure dans le marché et qui, en grande part, est la clé de notre succès, de notre crédibilité. Ouais, je pense que c'est très important d'insister. Donc, Luc est quand même une des figures de proue et un peu un des acteurs incontournables, notamment sur les FCPI et sur la capacité de rendre le FCPI accessible au plus grand nombre. Peut-être un petit mot de ton côté, Adine.
Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Adine Nusalgic, j'ai rejoint l'équipe de Luc Marwenda il y a maintenant 4 ans à la suite d'un stage, puis d'une alternance. Donc globalement, j'ai un peu fait toutes mes écoles au sein de Raseo, toujours au sein de l'équipe dédiée à la structuration et la commercialisation d'offres pour les clients particuliers, comme vous et moi finalement. Merci. Et donc pour ma part, donc je m'appelle Olivier, je suis un des cofondateurs de Ramify et notamment en charge, donc directeur des investissements. Mon rôle est donc de faire en sorte que tous nos clients investisseurs, on puisse leur proposer le meilleur mix afin de maximiser, de leur proposer la solution la plus pertinente pour eux. Et donc assez naturellement, on s'est donc intéressé au private equity. Le private equity, peut-être page suivante s'il vous plaît. Merci. Donc le private equity, qu'est-ce que c'est Très rapidement, bien sûr, on pourrait en dire beaucoup de choses et avoir un webinaire qui soit un peu trop long, mais essayons de profiter quand même de nos soirées respectives. Mais qu'est-ce que le private equity? C'est l'investissement, que ce soit dans des parts ou d'un point de vue dette, dans des entreprises qui sont non cotées en bourse. Ça, c'est un point très important parce que c'est l'avenir une caractéristique qui va être non désirable, qui n'est pas nécessairement positive au premier abord, c'est la notion de manque de liquidité. Et ce manque de liquidité, il faut vraiment en avoir conscience et c'est pour ça qu'il ne va pas être conseillé d'investir exclusivement au private equity. Pour autant, d'un point de vue investissement, ça vient avec d'autres caractéristiques qui, elles, sont désirables. Dans la théorie moderne des portefeuilles, une prise de risque supplémentaire ou une liquidité qui est moindre doit se traduire, en tout cas l'investisseur s'attend à ça, par un retour sur investissement plus important que dans ce qui va être coté en bourse. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la caractéristique principale du private equity. Bien sûr, au sein de ce private equity, il y a une grande hétérogénéité. Et donc là, on a le graphe qui est présenté, et peut-être je vais demander à Adine et à Luc d'en dire 2 mots, que ce soit venture, growth, direct, secondaire. Quelles sont un peu leurs spécificités d'un point de vue effectivement profil de risque, mais aussi qu'est-ce qu'on met derrière dans ces histoires d'investissement que sont le venture, le growth, le secondaire, voire même le real estate, même si c'est probablement… En fait, oui, tout à fait. Donc, en fait, vous avez là plusieurs types de stratégies. La différence entre ces différentes stratégies, c'est, on va dire, c'est le stade de développement des entreprises. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le venture capital, c'est-à-dire le financement de jeunes sociétés innovantes dans la technologie, c'est-à-dire dans le digital, dans le monde de la santé, dans le monde de l'environnement, principalement digital, qui sont des sociétés jeunes dans lesquelles le modèle économique est plutôt a été défini, mais n'est pas encore prouvé. L'entreprise, quand nous investissons, elle peut ne pas encore avoir de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment au début. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le gouvernement apporte de la réduction d'impôts, parce qu'il souhaite flécher l'investissement des particuliers vers cet univers qui est plus vulnérable, qui est un peu plus risqué et qui, en fait, est vraiment restreint sur des entreprises de petite taille, puisque nous avons des limites très précises qui nous sont imposées par la réglementation, notamment en termes de taille. On ne peut pas investir dans des sociétés qui ont plus de 250 collaborateurs et qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, on est sur des petites sociétés. Et c'est uniquement dans ce secteur que nous avons des réductions d'impôts possibles pour les investisseurs. Pour tout le reste, on est sur des secteurs qui, les sociétés sont beaucoup plus matures, beaucoup plus grandes. Alors, ça peut être le growth equity, donc ça, c'est la deuxième étape des entreprises de la technologie
une fois qu'elles sont sorties du monde du venture capital, donc elles sont connues. Quelques exemples, on vous parle de Doctolib, de Back Market, de Vestiaire Collective. On a des sociétés qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus grosses. Je pense à Moncler, je pense à Picard, dans laquelle effectivement là on apporte des financements qui peuvent être de plusieurs centaines de millions d'euros dans des sociétés qui sont elles-mêmes valorisées des fois largement plus de milliards. Et puis on peut effectivement également être prêté de l'argent à des sociétés à la condition bien sûr qu'elles soient rentables. Et à ce moment-là, on va se substituer à des banques, notamment dans des opérations, ce qu'on appelle le dette privée, dans l'univers, toujours dans ce même univers de sociétés qui sont matures, qui sont rentables et sur lesquelles effectivement on peut se permettre de prêter de l'argent parce qu'on a une bonne visibilité, on a un bon historique de rentabilité et une grande prédictabilité sur des modèles économiques qui sont prouvés depuis de nombreuses années, ce qui n'est pas du tout le cas du venture. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'enfuir, si vous m'écoutez, quand on parle de venture capital, parce qu'en fait, on fait ce métier depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas par hasard qu'on est devenu, au fil des années, le plus gros acteur du FCPI en France. C'est parce que de manière très consistante, nous avons produit de très bonnes performances pour nos clients et qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de vouloir financer du venture capital, du capital risque, parce qu'en fait, ce qui fait toute notre différence par rapport à beaucoup dans ce métier, c'est notre capacité à trouver des champions capables de sortir des multiples importants par rapport au montant investi. Et en général, pour 10 sociétés dans un FCPI, il faut trouver 2 ou 3 champions sur lesquels on va faire à minima x5 au niveau de l'investissement. Le reste, on peut avoir 1 ou 2 pertes. La majorité du portefeuille va se rembourser, mais il faut impérativement avoir cette capacité à tirer des champions qui vont générer la performance de nos fonds. Et c'est ce que nous avons fait de manière très consistante depuis de nombreuses années. Voilà, je vais rendre la parole à Olivier pour... Non, mais écoutez, merci. J'ai essayé de régler le son. J'espère que c'est mieux, en tout cas. Donc peut-être la slide suivante, s'il vous plaît, sur l'intérêt maintenant du private equity, pas de manière seule, mais toujours en considérant ces autres investissements. Ce qu'on a essayé nous de montrer ici. De manière la plus claire possible, tout en mettant en avant un peu notre savoir-faire qui est très porté sur l'analyse des data, une analyse rationnelle de l'investissement au sens large, c'est de mettre un mot derrière, de mettre une notion, une compréhension derrière le mot diversification. Le private equity, malgré donc certaines caractéristiques qui peuvent être non désirables comme la liquidité, permet de diversifier a un rôle en jeu dans votre stratégie. Donc, comment lire peut-être le graphe de frontières efficientes? C'est peut-être analyser quand vous prenez un certain risque, donc c'est ce que vous avez en abscisse sur le terme de volatilité, quelle est l'espérance de gain que vous pourrez espérer. C'est une espérance, en aucun cas c'est une assurance de gain, c'est important. Mais si les data historiques ne prédisent pas l'avenir, la définition d'une analyse quantitative, c'est de quand même utiliser ces data pour essayer de voir si ça permet quand même d'avoir une meilleure compréhension des relations entre les classes d'actifs. Donc la diversification permet en réalité d'améliorer le ratio entre l'espérance de gain sur le risque qui est pris. Et c'est relativement, en réalité, systématique. On voit dans un premier cas ce qui est une gestion patrimoniale classique, entre un mix entre actions et obligations, c'est la ligne bleue. Si on commence à diversifier, notamment avec l'ajout de SCPI, donc sur l'ajout immobilier, on obtient cette courbe rouge. Et enfin, si on décide aussi d'accepter dans son mix d'investissement du private equity, et notamment dans le cadre d'un véhicule d'investissement type FCPI, alors on obtient la courbe verte. Donc la conclusion et certains commentaires que l'on peut faire de ce graphe-là,
c'est que plus on diversifie, plus notre espérance de gain à risque fixe s'améliore, ce qui permet tout simplement d'avoir sur le long terme une espérance bien plus forte. Le deuxième point, c'est que cette diversification, en tout cas nous sur notre analyse, est d'autant plus prononcée que l'on est sur finalement un risque de taille raisonnable. Donc voilà, c'est notre compréhension vraiment pour nous du private equity. En aucun cas, il saurait être majoritaire. Je pense qu'aucun acteur ne pourrait promouvoir le private equity à des hauteurs de 70%, par exemple, de son patrimoine. Ça serait totalement, je pense que ce serait un mauvais conseil. En tout cas, nous, on ne le ferait pas. Mais c'est vrai que si on peut se le permettre, si on n'a pas ces besoins en liquidité forts, alors à des hauteurs de entre 0 et 25%, ça peut faire sens de l'inclure. Peut-être slide suivante, s'il vous plaît. Juste pour ajouter, Olivier, oui, bien sûr. Les grands investisseurs institutionnels en private equity ont des allocations qui varient entre 15 et 25%, effectivement. Donc, c'est parfaitement dans les clous. Voilà, donc c'est vraiment l'idée n'est pas en tant que finalement particulier d'essayer de surjouer le rôle des investisseurs, investisseurs institutionnels. Merci Luc pour les ordres de grandeur. C'est vraiment plutôt de s'inscrire et dans un premier temps de reproduire grâce notamment à des véhicules d'investissement adaptés, ce qui peut être fait par ces institutionnels. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc maintenant, peut-être un mot sur la logique fiscale du private equity. Donc, comme toute classe d'actifs, elles peuvent être hébergées dans différents supports. On en a relevé quelques-uns, on a conscience qu'il y en a d'autres. Mais donc, assez rapidement, l'idée, encore une fois, pour un investisseur, c'est bien sûr d'avoir des gains. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait des gains nets de frais et net d'impôts. Donc, toujours garder bien ça en tête. Et pour cela, le private equity est quand même relativement gâté pour tous les différents supports d'un point de vue véhicule d'investissement. On a le 150-0 BTR. Donc ça, c'est pour une tranche de population très spécifique. Ce sont pour les chefs d'entreprise qui vont faire de la cession-acquisition et dont la classe d'actifs private equity est primordiale pour essayer donc d'investir dans l'économie réelle et donc de réaliser un report sur les gains réalisés. Il y a finalement pour une partie d'investisseurs beaucoup plus large, les FCPI, les FIP et les GFV. Les FCPI et les GFV ont l'avantage de faire jusqu'à 25% de réduction d'IR en entrée, avec en sortie une exonération des plus-values. La FCPI présente en plus l'avantage d'avoir souvent un cadre européen, en tout cas pour les meilleurs acteurs, les acteurs les plus performants. Les FIP, rapidement un petit mot, lui c'est un investissement local, c'est le plus souvent en Corse ou dans les régions, territoires d'outre-mer, qui eux peuvent aller jusqu'à 30% de réduction d'IR. Donc bien sûr, vous l'avez compris, le thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr celui des FCPI. Et donc peut-être on va faire un petit zoom in pour rapidement avoir une compréhension sur la fiscalité qui est en place. Donc on a pris un exemple. Un exemple, c'est juste pour un objectif illustratif. Bien sûr, il y a des règles qui s'appliquent. Il y a aussi forcément quelques exceptions. On prend ici l'exemple relativement simple d'un couple marié sans enfant étant sous une tranche d'imposition marginale à 41%. Comment ça se passe et comment il faut que vous envisagiez votre investissement et notamment le retour sur investissement de ce type d'investissement? Il a en réalité deux casquettes. Le premier,
d'ordre fiscal et le deuxième d'un point de vue performance pure. Donc d'un point de vue fiscal, si vous investissez, enfin si ce couple particulier investit 10 000 €, il a en entrée finalement tout de suite 25%, donc dans ce cas-là 2 500 € d'économie d'impôt. Et à cela, il faut ajouter sur tout le long de la durée de vie de cet investissement la performance. Et donc à l'issue de cet investissement, vous cumulez donc l'intérêt fiscal d'une part et bien sûr performance. Comme vous pouvez le voir, hein, on a utilisé des datas historiques sur notamment les performances des fonds Eurazeo. C'est historique sur des véhicules similaires, mais ce n'est pas le même fonds, hein. L'investissement sur le FCPI Patrimoine 2022, il reste à faire, ils n'ont pas été réalisés, donc il n'y a pas de performance a priori que nous avons, mais c'est un peu les ordres de grandeur sur finalement une quinzaine de fonds qui ont été créés similaires par Euraseo. C'est ce type de performance que l'on peut s'attendre. Bien sûr, Adine et Luc, si j'ai dit des bêtises concernant ces datas-là, ces valeurs-là, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais C'est juste, si je peux juste me permettre de faire oui. une mini correction, c'est qu'en fait, la réduction d'impôt de 25%, elle se calcule sur la base qui est sur le pourcentage d'investissement dans les sociétés innovantes qui est déclaré par le fonds. Un peu comme ce qui était le cas jusqu'en 2017 dans les fonds qui permettaient la réduction de l'ISF. Ce qui veut dire que si on voulait atteindre 25% de réduction d'impôt sur le revenu, il faudrait que le fonds investisse 100% de son actif dans les 2 ans qui suivent sa constitution dans des entreprises innovantes. Ça, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux, en fait, parce qu'à ce moment-là, on ne se laisse aucune marge de manœuvre pour éventuellement apporter un peu d'argent complémentaire sur une société du portefeuille qui pourrait en avoir besoin. Si bien que nous avons, nous, fixé un curseur un maximum d'investissement à 93% du montant de l'actif levé, si bien que la réduction, à 92%, excusez-moi, du montant de l'actif levé, si bien que 92% multiplié par 25%, ça fait 23% de réduction d'impôt. Donc la réduction effective d'impôt que nous apportons à nos clients, elle est de 23% à l'entrée, auquel, bien sûr, il faudra ajouter, si, comme vous le dites, Olivier, nous sommes performants, il faudra ajouter une exonération d'impôt sur les plus-values, donc une économie à la sortie, puisque on ne sera pas imposé à ce moment-là à l'impôt sur les plus-values. On paiera bien évidemment les prélèvements sociaux, mais pas la portion de 12,5% d'impôt. Voilà. C'est une petite correction très technique, mais il fallait le préciser. Non, mais tu as totalement raison, Luc, autant être précis, on est là pour ça. C'est vrai que une des spécificités de Euraseo, c'est une léger différentiel sur ce montant-là. Et donc, justement, je pense que ça va être une très bonne transition pour le zoom sur, d'une part, la maison Euraseo et le FCPI. On se rend bien compte que il y a besoin d'une grande expertise sur le sujet et probablement d'une grande expérience qui va avec. Il y a tellement en réalité de degrés de liberté pour apporter cette performance-là. Il y a une énorme diversité, hétérogénéité dans cette classe d'actifs. Qu'il a été important pour nous, Ramify, de sélectionner les acteurs qui, eux, ont les meilleurs résultats et une grande expérience. Et donc, on est très heureux, notamment de pouvoir travailler avec Euraseo et de mettre à disposition ce fonds FCPI Patrimoine 2022. Donc, bien sûr, là, je vais laisser la main maintenant beaucoup plus fortement à Luc et à Adine pour présenter leur maison et bien sûr ce fonds en particulier. Très bien, merci beaucoup. Donc, un petit mot sur Euraseo, si on peut passer à la slide suivante.
Alors, les gens qui nous connaissent sur la partie FCPI connaissaient peut-être la marque Idinvest, qui était la marque que nous avions avant de changer de nom et de nous appeler, d'être mariés avec Eurazeo. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Eurazeo, nous sommes un acteur majeur de la gestion d'actifs sur les marchés privés, avec 32 milliards d'euros sous gestion, qui sont utilisés exclusivement pour de l'investissement dans des entreprises non cotées, c'est-à-dire non cotées en bourse. Il se trouve, ça peut être un peu paradoxal, que Eurazeo lui-même est coté en bourse. Donc vous pouvez obtenir beaucoup d'informations librement accessibles sur Internet, notamment télécharger notre reporting annuel en allant sur le site eurazeo.com. Mais autant Eurazeo est une holding cotée en bourse, Eurazeo, son métier, c'est d'investir exclusivement dans des entreprises non cotées à travers toutes les stratégies que nous avons évoquées précédemment, le capital risque, mais aussi le growth equity, le capital développement, la dette privée. Donc on est présent en fait à tous les niveaux de financement d'une entreprise. Nous sommes très solides financièrement puisque nous disposons d'un bilan avec 9 milliards de fonds propres nous avons aujourd'hui plus de 360 collaborateurs avec une histoire qui est longue et une présence dans plusieurs pays, notamment en Europe. Ça va être très important pour la suite. Ce qui nous différencie, c'est notre attachement profond et historique depuis de nombreuses années aux bonnes pratiques d'investissement socialement responsable et aux bonnes pratiques de gouvernance durable. Nous avons par ailleurs pris un engagement formel vis-à-vis des marchés maintenant en 2021, ça fait un peu plus, ça fait presque 2 ans, qui est notre engagement O+, qui est un engagement d'atteindre une neutralité carbone au niveau du groupe Eurazeo et de toutes les sociétés que nous avons en portefeuille aujourd'hui, dans toutes les stratégies confondues. C'est plus de 450 entreprises, donc c'est pas des paroles en l'air. Cette neutralité carbone sera atteinte en 2040. On a au sein du groupe une équipe de 6 professionnels dédiés à la transition climatique qui aujourd'hui passent leur temps dans toutes nos sociétés, nos portefeuilles pour justement mettre en œuvre les bonnes mesures, les bons indicateurs, se mettre en ordre de marche pour s'inscrire dans une pente de réduction de l'empreinte carbone et de développement durable. Donc ça, c'est très important. On y tient beaucoup et on est de ce côté-là en pointe dans l'industrie. Et on est par ailleurs très impliqué dans l'inclusion sociale, promotion de la parité homme-femme. Il se trouve d'ailleurs que le groupe Eurazeo est dirigé par une femme. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi un point très important, c'est qu'il y a un alignement d'intérêts entre les investisseurs qui sont vous, qui nous écoutez aujourd'hui, et le groupe Eurazeo, puisque le groupe Eurazeo, systématiquement, à travers son bilan, investit également dans les opérations. Et bien évidemment, nous sommes toujours, vous l'avez compris, quand je vous ai expliqué qu'on était sur une approche parallèle entre les fonds dédiés à nos clients privés, c'est-à-dire à vous, et nos fonds institutionnels, on déroule les mêmes programmes avec des véhicules qui sont différents au plan juridique, mais c'est la même exigence. Vous avez toujours une équipe d'investissement qui fait des transactions, et ensuite, c'est le département conformité et risque qui va faire une allocation entre le fonds institutionnel et le fonds FCPI, aux mêmes conditions financières, au même moment, dans les mêmes sociétés. Et ça, c'est un gage de crédibilité, d'excellence en termes de pratique que nous vous apportons chez Eurazeo. Non, je pense que c'est extrêmement important, peut-être un petit point. C'est vrai que tous les acteurs de private equity n'investissent pas eux-mêmes dans tous leurs fonds. Et donc, c'est très important d'insister dessus, puisqu'a priori, si le fonds investit lui-même dans son lot, c'est qu'il y croit. À l'inverse, une personne qui n'investirait pas dans son propre fonds, ça pourrait sous-entendre qu'il considère qu'il y a mieux ailleurs. Donc, c'est, je pense, très important pour un investisseur de s'assurer, et notamment en private equity, que ces fonds private equity investissent eux-mêmes
dans les fonds qu'ils ont créés. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment bien insister là-dessus. Et enfin, bien se rendre compte que Raseo, et c'est quand même relativement unique, fait en sorte que ce soit un fonds institutionnel ou pour des clients privés, tout le monde ait accès au même deal, que ce soit la même équipe qui mette en place les choix d'investissement. C'est vraiment deux axes très différenciants pour Araseo et qui se sont traduits en réalité derrière par une très très bonne performance. Donc que ce soit la gouvernance, les valeurs, et donc même la structuration de ces fonds, ce sont des points en tout cas où en tout cas Ramify est très sensible, et c'est notamment pour cela qu'on est très à l'aise de distribuer ces fonds. Voilà, donc on a développé un vrai savoir-faire. Cette slide résume un peu ce que je disais tout à l'heure. On est aujourd'hui, on a plus de 24 ans d'expérience, notamment en FCPI. C'est là où nous avons démarré. J'étais là au tout démarrage, donc il y a de nombreuses années que je suis dans le groupe et nous avons des partenaires qui nous suivent depuis plus de 20 ans. Alors, ce n'est pas le cas de Ramify parce qu'on vient de démarrer ensemble, mais on a des partenaires qui nous suivent depuis très très longtemps et ça, c'est un gage. Ce n'est pas par hasard qu'ils nous suivent depuis si longtemps, c'est que les clients que nous adressons sont des clients qui ont été satisfaits au fil des années de nos performances. Ça, c'est très important. Et on va les partager avec vous tout à l'heure. Je vous disais qu'on est présent dans les différentes stratégies du groupe avec des produits qui sont vraiment adaptés à la clientèle privée. C'est ce qu'on essaie de vous montrer dans cette slide. En fait, tout le processus en fait, de création des fonds, de démarrage, de lancement, eh bien, il est fait au niveau du groupe avec la décision à ce moment-là de créer un fonds institutionnel et puis un fonds pour les clients privés. Mais vraiment, ce qui est très important, c'est qu'il y a cette similarité au niveau de la gestion. On ne le répétera jamais assez. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup de crédibilité auprès de nos clients. Je vais passer peut-être assez vite sur la slide numéro 13 qui reprend toutes nos spécificités en investissement socialement responsable pour être sur la page qui résume un petit peu notre activité et innovation. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup d'informations, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. On a voulu vous mettre 5 points clés. Le premier, c'est qu'on est un très gros acteur du capital innovation. Nous avons, sur les derniers 12 mois, en fait, nous avons déployé 220 millions d'euros dans un certain nombre d'entreprises innovantes en venture capital. Et ces 220 millions d'euros, ils ont été déployés par une équipe de 35 professionnels qui travaillent dans 3 domaines très différents. Le digital, donc là, on touche spécifiquement aux entreprises qui sont dans le monde de l'Internet, soit des modèles de vente sur Internet, c'est-à-dire, on va dire un petit peu la vitrine du magasin, soit des modèles d'entreprises plus technologiques qui vont aider à la sécurité, à la cybersécurité, à la mise en place de flux vidéo, à travailler l'expérience utilisateur sur les sites Internet. Donc, tout ça, c'est la partie digitale. On a une équipe dédiée à la santé et nous avons une équipe dédiée à ce qu'on appelle le Smart City. Le Smart City, en fait, avant, on appelait ça les investissements dans l'environnement. On l'appelle Smart City aujourd'hui parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, on est dans notre monde, dans notre environnement d'investissement, on est quand même dans des populations qui sont majoritairement urbaines et tous les enjeux que nous avons dans notre société dans les années qui viennent, c'est de réduire considérablement notre empreinte carbone et tous les modèles économiques d'entreprise, dans l'innovation qui peuvent justement contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, ça rentre dans ce scope qu'on appelle Smart City. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est extrêmement sélectif, puisque sur les 12 derniers mois, nous avons reçu et examiné 2400 opportunités d'investissement pour n'en retenir qu'une petite vingtaine.
Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un ratio d'investissement qui est de l'ordre de 1 à 1,5% par rapport à tous les dossiers que nous recevons. Donc, je pense que vous voyez à quel point le filtre est sévère. C'est normal. Nous avons une très forte exigence de qualité. Nous avons une responsabilité fiduciaire par rapport à l'argent que vous nous confiez. On ne plaisante pas avec ça. Ce n'est pas parce qu'on est sur des stratégies de venture capital qu'on va faire n'importe quoi, qu'on va prendre des risques complètement fous dans des sociétés, qu'on va prendre des paris. Ce n'est pas du tout notre approche. Notre approche, elle est extrêmement méthodique. On commence par faire ce qu'on appelle des deep dives ou des examens très... On prend un secteur vertical, et on va voir tout ce qui se fait en Europe sur ce secteur. On va en émerger, on va en faire sortir une quinzaine de sociétés, on va les contacter, on va prendre contact avec les dirigeants, on va faire connaissance avec eux, et certains sont en phase de levée de fonds, d'autres ne le sont pas, mais c'est comme ça que nous avons accès aux meilleures transactions. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, ce qui est important, c'est de prendre en compte notre accompagnement historique. Le troisième point, les FCPI, historiquement, depuis plus de 20 ans, ont permis à 434 sociétés de se développer. On est par ailleurs un très gros acteur de l'investissement en FCPI, puisqu'aujourd'hui on représente à peu près un tiers de la collecte nationale, donc on est un petit peu incontournable. Et ce qu'il faut dire, c'est que chaque année, notre millésime lève à peu près une quarantaine de millions d'euros. Alors, 40 millions d'euros, ça peut vous sembler complètement très petit par rapport aux besoins d'innovation en France. Et vous aurez raison. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces 40 millions d'euros, ils ne sont pas tout seuls. Nous avons aujourd'hui, dans la stratégie capital risque, venture capital, plus de 2,4 milliards au travail, en stock. Et ce fonds de 40 millions d'euros, il co-investit avec notre cinquième fonds d'investissement institutionnel qui s'appelle, excusez-moi, le quatrième, qui s'appelle Eurasio Digital Fund numéro 4, qui est un fonds de 500 millions d'euros. Donc, en fait, quand je vous disais que on est en co-investissement avec des programmes beaucoup plus larges, c'est le cas aujourd'hui, ce qui fait que les sociétés que nous finançons, nous pouvons avoir de très grandes ambitions, parce que même si le FCPI est relativement modeste en termes de taille, eh bien, il va être embarqué dans un programme beaucoup plus large. Ça aussi, c'est quelque part, c'est une sécurité pour vous, investisseurs, c'est qu'on ne sait jamais le montant d'argent que va lever un FCPI, parce qu'en fonction des conditions de marché, on peut avoir une année qui fonctionne plus ou moins bien en termes de collecte. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on est assuré que ce fonds sera bien diversifié, sera bien investi sur un portefeuille diversifié et riche. Pourquoi ? Parce que justement, on co-investit, le FCPI est embarqué dans le programme institutionnel. S'il était tout seul, ce ne serait pas la même chose. Donc, en termes, là encore, différenciants par rapport à notre compétition, je pense que c'est très important de le garder en tête. Nos expertises sur la slide numéro 16, elles sont très larges, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'on est très présent, on est un gros investisseur dans la technologie en France, mais aussi en Europe, avec en fait une grosse équipe d'investissement, puisqu'il y a d'un côté effectivement tous les professionnels qui sont liés, qui sont là pour faire des transactions, c'est-à-dire des investissements, mais ça ne s'arrête pas là, parce que derrière, après, il nous faut des contrôleurs financiers, il nous faut tout un middle office qui va s'occuper de suivre les lignes dans les portefeuilles des fonds, de faire les reporting, de vous communiquer les informations sur les sociétés. Donc tout ça, si vous voulez, quand on a plus de 400 sociétés, qu'on a levé plus d'une cinquantaine de FCPI depuis plus de 20 ans, qu'on en a aujourd'hui une bonne quinzaine qui sont toujours en vie, avec des milliers de clients, il faut avoir toute une mécanique derrière, si vous voulez. Il ne s'agit pas de faire 2 ou 3 deals, mais derrière, après, il faut toute la logistique, et ça, nous l'avons, et nous l'avons développé depuis plus de 20 ans. Donc ça fait qu'on a quand même un potentiel très important, et ça ne se fait pas par hasard.
Et dans la slide 17, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que nous, ce qui fait notre capacité en fait à trouver des sociétés qui sont des succès, c'est souvent qu'on a des histoires très proches et très fortes avec nos entrepreneurs, où là on a quelques exemples. Alors une société, il y a quelques boîtes dont on est très fiers, notamment Swile, avec Loïc Soubiran, qui est au milieu en haut, parce que je n'ai pas le temps de toutes les passer, mais Swile, si vous voulez, on a démarré au tout début de la société. Hein. L'idée, c'était de simplement, en fait, remplacer les tickets restaurants en papier par une petite carte digitale. Hein. Donc, ça permettait de plus avoir, on risque plus de perdre ces tickets restaurants. Ils sont plus jamais périmés parce que quand on est en digital, c'est pas la peine d'avoir un chèque. Et puis surtout, on peut faire plein d'autres choses. On peut avoir on peut aussi mettre des chèques cadeaux. Voilà, on est beaucoup plus flexible notamment avec le Covid, quand le plafond des tickets restaurants est passé à 36 € ou 38 € et que là on est revenu à 19. Donc on a, si vous voulez, tout le digital qui vient en fait simplifier et sécuriser la position de tout le monde, aussi bien des usagers que des professionnels de la restauration, mais aussi de la gestion financière des sociétés. Et Swile est en train de connaître une accélération extrêmement forte, puisque si vous avez suivi la presse, Swile est en train de se rapprocher de faire une acquisition d'une société de groupe BPCE. Il va avoir accès à une base de plus de 5 millions de Français, avec à la clé une accélération très considérable de son chiffre d'affaires. Swile, aujourd'hui, malheureusement, n'est plus éligible au FCPI parce que justement, c'est devenu une licorne. Hein. Elle a une valorisation c'était dans la presse il n'y a pas longtemps, qui a passé le milliard d'euros. Elle a plusieurs centaines de collaborateurs. Donc, on ne pourra plus investir dans Swile avec les FCPI 2022, mais nous l'avons fait avec des FCPI des années 2017-2018. Et on est très content parce que ça contribue considérablement au succès de ces FCPI. C'est pareil avec Molotov TV, hein, Jean-David Blanc, qui était le fondateur de Allociné, hein, avec qui qu'on connaissait depuis très longtemps. Il a créé Molotov. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous aimez voir du replay sur votre télévision ou sur votre smartphone, Molotov est une excellente solution. Et Molotov a été vendu à Fugo, une boîte américaine, mais il continue. Et là encore, c'est une très belle sortie. Après, on a Frishti avec Julia Bejaoui. Alors, Frishti, c'est la livraison de repas en France, alors principalement dans les grandes villes. Donc, si vous nous écoutez de la province, peut-être que vous ne connaissez pas bien, mais c'est une société qui s'est récemment beaucoup développée. Voilà, on a aussi Ornicar qui permet de démocratiser, de faire baisser considérablement le prix du passage du permis de conduire. Enfin, voilà, on a beaucoup d'exemples qui sont disponibles. Et surtout, ensuite, après, on a une grande diversification géographique. Ça, ce n'est possible que parce que nous sommes en co-investissement avec le programme institutionnel. Parce que vous imaginez bien que dans nos équipes, on a des gens à Londres, on a des gens à Berlin, on a des gens à Madrid et on a des gens à Paris. Si on ne faisait que du FCPI, ce serait juste impossible, parce qu'à lever 40 millions d'euros par an, on ne serait pas suffisamment puissant avec les ressources financières suffisantes pour avoir des professionnels de l'investissement un petit peu dans toutes les capitales européennes. Donc ça aussi, c'est une des forces que nous pouvons vous offrir grâce à ce co-investissement avec les sociétés, avec le fonds institutionnel, c'est cette capacité vraiment de pouvoir atteindre les meilleures sociétés de la tech en Europe. Et vous savez peut-être aussi que la loi ne permet pas à une société de recevoir plus de 15 millions d'euros de la part de FCPI. Donc, si on n'avait que des FCPI, forcément, notre ambition serait limitée, puisque 15 millions d'euros, c'est en même temps beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent, si vous voulez ce que je veux dire. S'il faut vraiment développer une société, il faut vraiment être en mesure de lui apporter du carburant. Alors, le fait d'avoir le FCPI, mais à côté, le fonds institutionnel qui n'est pas capé, limité par cette limite de 15 millions d'euros, nous permet, le cas échéant, d'apporter des financements complémentaires plus importants que ce que pourrait faire le FCPI.
Et ça, c'est très important aussi. Donc, voilà, ça nous permet d'être un acteur majeur du financement en capital, en venture capital, des sociétés en Europe dans la technologie. Alors, là, en fait, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez que la pyramide inversée vous montre que sur 2400 demandes de financement reçues, nous avons in fine fait que 22 deals, donc ça fait un petit peu moins de 1%. Donc, l'équipe passe son temps à répondre négativement. Enfin, en fait, on sait assez rapidement si un dossier nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Et ce qui est important, c'est de se dire sur les 2400, un peu moins de 10%, il y a eu 200 études approfondies, il y a eu plus de 840 réunions avec les fondateurs. Donc, si vous voulez, on fait notre travail quand même de manière très sérieuse. Et vous avez à droite la répartition, comme je vous le disais, digital, santé et smart city, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Alors après, on pourrait rentrer beaucoup dans le détail sur la slide suivante, sur les différentes stratégies. Donc, on n'a peut-être pas forcément le temps de rentrer sur. Mais sachez qu'on a beaucoup de verticaux. Si on peut revenir au slide en arrière, s'il vous plaît, juste une minute. Voilà. Sachez que dans les univers d'investissement où nous sommes présents, il y a une grande profondeur au niveau de ce qu'on va rechercher. On va regarder les logiciels pour entreprises, on va rechercher les marketplaces de e-commerce, on va regarder tout ce qui est la consommation, tout ce qui est les technologies fintech et insurtech, c'est-à-dire les entreprises très technologiques qui vont aider les banques et les assureurs à les accompagner dans leur transition digitale. Et on est par ailleurs très présent dans le monde de la santé. Donc, ça fait beaucoup d'opportunités d'investissement, un univers très riche dans lesquels nous intervenons avec toujours à la clé des fondateurs exceptionnels. Et ensuite, après, sur la 722, donc on arrive un petit peu à la minute de vérité, puisque là, en fait, ce qu'on essaie de vous montrer, on partage avec vous les valorisations de nos FCPI. En fait, on se rend compte qu'on a de très belles performances. Alors déjà, si on remonte 10 ans en arrière, on a collecté quand même 591 millions d'euros à travers des FCPI. Vous en avez la liste dans ce tableau. Durant l'année 2020, on a rendu à nos clients un peu plus de 40 millions d'euros. Et entre 2020 et 2021, nous avons clôturé 8 FCPI. Donc quand même, si vous voulez, maintenant c'est une machine qui fonctionne. Et ensuite, en fonction des différents fonds que vous avez là, on est dans un esprit de transparence. On vous a montré la taille de ces fonds, leur finalité, depuis 2012 jusqu'en 2017, nous avions des fonds des FCP qui pouvaient être utilisés aussi bien pour la réduction de l'impôt sur le revenu ou pour la réduction de l'ISF. Donc, on a été très, très transparent avec vous. Vous avez l'année de millésime et surtout, vous avez les performances depuis 6 mois et depuis l'origine, ainsi que les distributions, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que sur tous ces fonds-là, à part 2 millésimes, 2013 et 2014, qui sont encore négatifs, mais qui sont en train de se redresser, nous sommes sur des performances positives. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. On a une petite performance légèrement négative sur le fonds 2020, mais ça, c'est parfaitement normal, puisque ces fonds, en général, quand ils démarrent leur vie, commencent à investir, mais ça prend toujours un peu de temps pour se mettre en ordre de marche. Et pendant ce temps-là, le fonds se retrouve à devoir payer un peu de frais de gestion. Donc, il y a un petit passage qui ne dure pas très longtemps, mais qui peut durer 18 mois à 2 ans, légèrement négatif. Donc, ça commence, avant que les performances commencent à arriver. Voilà, si vous voulez, on est vraiment très, très satisfait, puisque on a certaines millésimes, vous voyez, qui sont plus de 75% de performance, 65%. Donc, c'est des performances qui sont excellentes et qui vont, in fine, générer des plus-values auprès de nos clients. Voilà ce que je voulais vous dire.
Est-ce qu'on a le temps pour un ou deux case studies? Peut-être, Adine, tu veux présenter un case study? Oui, rapidement, puis après on laissera la place aux questions. Oui. Donc, on a choisi de vous parler ce soir, parmi les 434 sociétés que Razeo a accompagnées, on voulait parler d'une société que vous avez peut-être utilisée ou que vous connaissez, c'est Ornicar. Mais simplement, rapidement, pour vous montrer, lui qui a passé pas mal de temps à vous expliquer le fond, ce case study, c'est plutôt pour vous montrer aussi que, en plus des performances de l'économie d'impôt dont on a discuté, investir dans le non-coté, c'est aussi financer l'économie réelle, donc des sociétés de la vie de tous les jours. Puisque, bien sûr, acheter une action chez Total ou chez Air Liquide, c'est pas mal, mais ce n'est pas le fait que vous ayez acheté une action qui va vraiment réussir à faire contribuer et changer les choses dans ces grands groupes qui sont déjà de très belles sociétés. Tandis que ce qu'on a voulu vous montrer ici avec Ornicar, c'est que cette société qui a été créée en 2013 par Benjamin Guignot, et nous, on est arrivé l'aider en 2018, comme le disait Luc, à l'issue de cette pyramide inversée, où ces dossiers qui traversent, on décide, nous, d'étudier plus en profondeur certaines sociétés jusqu'à ce que le comité d'investissement décide d'investir un montant. Là, on avait décidé de l'accompagner une première fois pour 10 millions d'euros. Et en 2019, c'est une société qui avait déjà 110 salariés. Donc, en l'espace de 5 ans, 5 à 6 ans, c'est une entreprise qui est passée d'un fondateur avec 2 ou 3 copains qui sont lancés dans cette belle aventure entrepreneuriale à une société de plus de 100 salariés qui aujourd'hui permet de passer son code de la route entièrement dématérialisé. Puis ils ont eu un temps d'avance sur la digitalisation. On le voit, la période Covid, je pense que ces entreprises-là a dû les aider puisqu'on a dû nous-mêmes accélérer dans cette digitalisation. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on va vers le digital, mais cette période Covid a fait qu'aujourd'hui, on met en place, par exemple, pour notre cas ce soir, des webinaires, des lives. Et Ornicar, eux, par exemple, ont mis en place le permis en ligne avec derrière des moniteurs en freelance, puisque il faut quand même apprendre à conduire sur les routes, pas derrière son ordinateur. Mais au moins, pour tout le code de la route, ils ont réussi à le dématérialiser. Et derrière, c'est des moniteurs en freelance qui permettent, on peut choisir son créneau totalement en ligne et passer son permis à moindre coût, puisque la finalité d'Ornicar aussi, c'est de réussir à vous faire passer un permis moins cher que dans une auto-école classique. Voilà, on est à votre disposition pour les questions. J'en vois une première sur le minimum. Sur le FCPI, en tout cas, le minimum de souscription est de 1 000 euros. Oui, en tout cas, merci beaucoup Adine et Luc pour tous ces éléments. Donc peut-être avant de répondre à d'autres questions, un petit résumé. Donc bien sûr, la FCPI, en tout cas historiquement, ça a pu générer de la performance. C'est aussi un investissement dans la vie réelle. Donc il y a aussi une question de valeur et une envie de participer à finalement le succès des entreprises de demain, avec à la clé et dès finalement le premier jour un avantage fiscal qui s'opère. Donc maintenant, ravi de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Alors, il y a une question d'Amen Al-Andalousi à laquelle je ne peux pas répondre, mais peut-être que Luc et Adine vous pourrez en dire un peu plus. Écoutez, à ce stade, je ne crois pas que. Non, à ce stade, on ne l'a pas fait. Donc, nous, on est une toute petite entreprise. Effectivement, Euraseo, normalement, se concentre sur des entreprises au stade série B. Pour ceux qui nous suivent depuis les débuts, nous, on est au stade de la seed. Donc, on est encore bien trop petit pour engager de discussions sérieuses avec Euraseo, mais peut-être un jour viendra. Donc, en aucun cas, nous sommes en conflit d'intérêt entre nous. Et en plus, on n'est donc pas en conflit d'intérêt, c'est exact. Il y a Michel Le Pleutrec qui demande la différence entre un FCPR et un FCPI, notamment.
Écoutez, en fait, un FCPI, Fonds commun de placement pour l'innovation, est un sous-ensemble des FCPR, Fonds commun de placement à risque. Un fonds commun de placement à risque, c'est l'entité juridique qui aujourd'hui est dédiée à de l'investissement en actions dans des entreprises non cotées. Ça a automatiquement un agrément de l'autorité des marchés financiers. Et le FCPI va pousser cette enveloppe plus loin dans la réglementation, puisque on a un univers d'investissement qui est extrêmement délimité, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de taille de société accessible, avec à la clé une fiscalité plus avantageuse, voilà. Notamment la réduction d'impôt à l'entrée et l'exonération d'impôt à la sortie. On attend peut-être une question de Nicolas. Quel est le risque numéro 1 lorsqu'on investit en FCPI? C'est la perte, c'est le risque en capital, hein, bien évidemment, hein, c'est de l'investissement dans des sociétés jeunes et innovantes. On n'est jamais à l'abri d'une défaillance d'une entreprise. On pallie à ce risque en diversifiant le fonds sur une trentaine de sociétés. De ce fait, si d'aventure il y a 2 ou 3 sociétés qui tombent, c'est pas non plus la fin du monde. On essaie de l'éviter au maximum, bien sûr, on en a de moins en moins, mais ça peut toujours arriver. On est sur un fonds qui est une stratégie exclusive d'investissement en capital avec la recherche de plus-value, une recherche de performance. Et donc, bien sûr, il y a un risque de perte en capital. Voilà. Merci. Peut-être une question spécifique au fonds FCPI Euraseo concernant la durée de blocage et les conditions finalement au moment justement de la fin de l'investissement, comment l'investisseur et sous quelles conditions il retrouve son capital avec les plus-values éventuelles. En fait, ce qui se passe, c'est que les fonds ont une durée de 9 ans, qui peut, le cas échéant, être prolongée de 1 ou de 2 ans maximum. Donc, au total, on partirait sur une durée de 11 ans si on va au plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'en général, à partir de la 7e année, on commence à faire des distributions. On essaie de finir le fonds en temps et en heure au bout de 9 ans. Mon expérience depuis maintenant de nombreuses années, c'est que c'est très compliqué de fermer un FCPI en totalité au bout des 9 ans, pour une raison très simple, c'est que sur un portefeuille d'une trentaine d'entreprises non cotées, on a toujours un fonds de cuve qui reste à écouler. Donc, c'est un sujet plus réglementaire qu'un sujet de performance, parce que ce qu'on a constaté par le passé, c'est que nos fonds génèrent de bonnes performances, remboursent plus que le montant investi dans les délais impartis, avant les 9 ans. Et si après, il y a un petit reliquat, on travaille, et maintenant, on a acquis un vrai savoir-faire, on a déjà fait 4 opérations de ce type, on travaille sur des opérations secondaires qui nous permettent, le cas échéant, en fait, de regrouper un certain nombre de lignes d'entreprises de nos portefeuilles et de faire une offre à des investisseurs spécialisés pour le rachat de participations. C'est plus à ce moment-là un sujet de performance, puisque ce sont en général des sociétés qui sont encore une fois en fond de cuve, mais qui nous permettent de terminer les fonds en temps et en heure. Donc on acquiert de plus en plus d'expérience et de savoir-faire dans ce domaine-là. Donc j'ai bon espoir qu'on sera en mesure de finaliser tout dans les temps impartis au bout de 9 ans. Voilà. Mais on n'est jamais à l'abri de sujets de crise économique, de facteurs qui pourraient nous ralentir. Donc il faut toujours avoir en tête. Et une chose qui est très importante aussi, c'est que les clients individuels n'ont rien à faire, puisque c'est nous qui faisons les distributions. À partir de la 7e année, on peut commencer à faire des distributions, et les distributions sont égalitaires à tous les porteurs de parts. Et de ce côté-là, on a développé une très grosse expérience depuis de nombreuses années sur des distributions à nos clients.
Ça marche. Je vois qu'il y a le temps qui tourne, alors sauf si vous avez rien derrière, on peut un petit peu dépasser. Sinon, ce que je vous propose, c'est peut-être une dernière question et nous, on fera en sorte de répondre à toutes les questions qu'on a eues sur le chat, celles pour lesquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre. Peut-être la dernière question concernant notamment la situation économique actuelle et l'impact potentiel du PE et notamment du PE sur des entreprises très jeunes. Quel est votre ressenti, votre analyse de la situation et l'impact que ça peut générer sur ce type d'entreprise? On est sur des sociétés jeunes et innovantes qui ne sont pas industrielles, donc on a a priori moins d'impact au niveau de la hausse du coût des matières premières, parce qu'on est sur ceux qui sont encore jeunes, qui ne sont pas encore à ce stade industriel qui pourrait les rendre on va dire, plus vulnérables au coût des matières premières. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que nous sommes à leur côté. On est systématiquement dans les conseils d'administration, donc les sociétés sont plutôt bien gouvernées, en général avec plusieurs fonds d'investissement au capital, ce qui fait que on essaie d'accompagner du mieux possible les entrepreneurs dans leur développement, dans le développement de leur stratégie, pour essayer de contribuer à créer de la valeur et le cas échéant, de les aider donc, avec des investissements complémentaires. Donc en fait, alors bien sûr, c'est pas illimité, hein, mais on a quand même de la ressource, ce qui veut dire que si on est face à une situation économique difficile, en général, on va prendre les bonnes. Enfin, en général, parce que je parle par expérience, hein, on a passé les crises de 2001, de 2008, de 2011, on a passé la crise Covid. En général, on ne perd pas d'entreprise à l'occasion de ces crises. On prend plutôt les bonnes décisions, on se met face à la vague, on attend que ça se passe. Et ensuite, on redémarre beaucoup plus fort parce qu'on a pris les bonnes décisions, on a réussi à s'abriter et on repart derrière. Si la crise économique arrive, on sera tous impactés d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, on est plutôt confiant parce que même dans les crises, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, surtout dans les petites boîtes innovantes. On a confiance dans la capacité de nos entrepreneurs justement à passer ces moments difficiles s'ils se présentent devant nous. Voilà. Oui, surtout ce sont des entreprises qui, à la différence des entreprises cotées, ne sont pas jugées tous les trimestres. Donc elles ont aussi, notamment quand elles s'entourent d'acteurs comme Eurazeo, normalement c'est plutôt un cycle de 18 mois, 36 mois, ce qui fait que sur des périodes, sur des crises de marché ou en tout cas de tension de marché, elles ont le temps et elles ont finalement de temps de faire face et de s'adapter avec le bénéfice d'avoir cette agilité et flexibilité d'une petite entreprise. On a passé de 6 minutes la fin théorique de ce webinaire. Je ferai en sorte avec toutes les équipes de répondre aux autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vous remercie, Luc et Adine, au nom d'Eurazeo, d'avoir pu expliquer toutes ces notions-là. N'hésitez pas à faire un tour sur ramify.fr pour notamment prendre connaissance de toutes les autres informations des FCPI et notamment du FCPI Eurazeo Patrimoine 2022. Merci. Parfait, bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.